mort solitaire. Après la douloureuse séparation de mes parents, ma mère est partie, emportée par la mort dans une indifférence glaçante. Pourtant, même dans l'au-delà, elle n'avait pas trouvé le repos. Son esprit déchiré et désespéré semblait crier silencieusement, cherchant à briser les barrières invisibles qui nous séparaient. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante et bouleversante, celle des tentatives de ma mère pour nous recontacter, même après sa disparition. Je m'appelle Sophie. Mes parents n'ont eu que 2 enfants, moi et mon frère Robin. À l'âge de 6 ans, ma vie a basculé et mes parents ont divorcé. Ma mère, ayant trouvé un autre homme, ne voulait plus rester avec mon père. Ils se sont mis d'accord que Robin, qui avait alors 9 ans, resterait avec mon père, tandis que moi, je devais suivre ma mère. Je me souviens du jour où elle m'a emmenée vivre chez son nouvel amant. J'étais petite, je ne comprenais pas tout, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Et en effet, 1 an plus tard, leur relation s'est effondrée. Ma mère s'est tournée vers un autre homme, mais cette fois, la situation était différente. Il ne voulait pas de moi. Ma présence devenait un obstacle. Je voyais ma mère en pleurs, déchirée, mais je ne comprenais pas encore que c'était moi, son propre enfant, qui causait son tourment. Puis, un jour, tout s'est accéléré. Elle a appelé mon père et lui a demandé s'il pouvait me reprendre. Peu de temps après, elle m'a déposé chez lui, là où j'ai retrouvé mon frère Robin. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ma mère. Depuis ce jour, elle a disparu de ma vie, sans un mot, sans explication. Son absence a laissé un vide immense. Ma mère était orpheline, sans famille pour veiller sur elle, et personne ne semblait se préoccuper de ce qu'elle était devenue. C'est comme si elle avait disparu, sans laisser de traces dans le cœur de quiconque. Mon père, lui, était chauffeur routier et souvent absent pendant des semaines entières. Moi et Robin étions alors confiés à nos grands-parents, grandissant ainsi sans le moindre réconfort de nos parents. L'absence d'amour parental pesait lourd sur nous. Plus tard, mon père s'est remarié, mais notre nouvelle belle-mère ne nous portait pas dans son cœur, ni moi, ni Robin. Nous avons traversé cette enfance difficile ensemble, supportant tant que mal ce manque d'affection. Puis, vers mes 15 ans, un événement inattendu est survenu. Des nouvelles de ma mère. Elle avait appelé mon père pour lui demander si je pouvais venir passer les vacances avec elle. Cet été-là, ma mère est venue me chercher, mais en arrivant chez elle, j'ai découvert qu'elle avait changé de compagnon. Ce n'était plus celui de mes souvenirs. Tout semblait différent, et après tant d'années de séparation, il n'y avait plus cette complicité naturelle entre nous. Malgré tout, elle se montrait bienveillante et tentait de compenser par de petits gestes. Elle me proposait d'acheter ce que je voulais, même si elle avait peu de moyens. C'était sa manière de rattraper le temps perdu, de me montrer qu'elle se souciait de moi, malgré la distance et les années qui nous avaient séparés. Pendant mon séjour, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Ma mère avait l'air éteinte, comme si un poids invisible l'écrasait. Et un soir, n'y tenant plus, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai demandé si elle allait bien. C'est alors qu'elle m'a confié, d'une voix tremblante, qu'elle avait eu des problèmes à l'utérus et qu'elle avait dû se le faire enlever. Elle m'a révélé, avec une tristesse poignante, qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Robin et moi étions tout ce qui lui restait. Avant mon départ pour rejoindre mon père, elle m'a tendu son numéro de téléphone, comme une promesse de rester en contact. Pendant quelque temps, Robin et moi avons échangé avec elle, quelques appels, quelques mots, essayant de garder ce lien qui nous unissait encore. Mais après quelques mois, son téléphone a cessé de répondre. Encore une fois, elle a disparu de nos vies, et ce silence a marqué le retour de l'absence. Quelques années plus tard, alors que j'étais à l'université, je suis allée à un festival de musique avec des amis. C'est là que j'ai revu ma mère, de manière totalement inattendue. C'est elle qui m'a reconnue en premier. Elle s'est approchée pour me parler, mais je ne l'avais pas reconnue tout de suite. Elle avait beaucoup changé. Elle avait perdu énormément de poids et ses cheveux étaient désormais teints. Elle m'a alors expliqué qu'elle s'était séparée de son ancien compagnon et qu'elle était avec quelqu'un de nouveau. Elle me l'a alors présenté, Fred. Ce soir-là, je laissai mes amis pour dîner avec eux, puis Fred est parti rejoindre des amis pour la fin de soirée. Mais ma mère a préféré rester avec moi,
comme si elle voulait rattraper le temps perdu. Nous sommes allés à son hôtel pour passer encore un peu de temps ensemble. C'est là qu'elle m'a révélé qu'elle venait de subir une opération à cause d'une tumeur au cerveau. Soudain, tout prenait sens. Son amaigrissement, son visage fatigué. Mais elle a tout fait pour me rassurer, affirmant qu'elle allait mieux. Elle m'a ensuite offert un collier en or, un bijou qui lui appartenait. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit, et elle a même payé une chambre pour que je puisse rester près d'elle. Le lendemain matin, ma mère et Fred m'ont raccompagné pour retrouver mes amis. Avant de partir, ma mère avait les larmes aux yeux. Elle m'a donné son nouveau numéro et m'a glissé une enveloppe en me demandant de l'ouvrir plus tard. Quand je l'ai ouverte, après leur départ, j'ai découvert qu'elle contenait 3000 € en liquide. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui dire que c'était trop, que je ne pouvais pas accepter, mais elle m'a assuré que c'était pour m'aider à poursuivre mes études. Une fois rentrée, j'ai rendu visite à mon frère et je lui ai partagé le numéro de ma mère. Et nous avons enfin pu renouer contact avec elle, malgré les avertissements de la famille de mon père. Selon eux, ma mère ne méritait pas mon attention. Pour eux, elle n'était qu'une débauchée. Mais au fond de moi, je savais que je l'aimais, même si elle n'avait pas une vie stable. À chaque fois que nous nous voyions, elle me donnait quelque chose, un petit geste d'amour, un peu d'argent, des présents, qui à ses yeux était une façon de montrer qu'elle se souciait de moi. Contrairement à la famille de mon père, qui ne m'avait jamais rien offert, ni en cadeau, ni en affection. Ma mère, malgré ses erreurs, faisait de son mieux. Quoi qu'il arrive, je continuerai à voir ma mère, car l'amour que j'ai pour elle est plus fort que le jugement des autres. Mon frère, qui s'était marié il y a 1 an, avait enfin eu l'occasion de présenter sa femme à notre mère. Ce moment était chargé d'émotions pour nous tous, et je pouvais voir dans les yeux de ma mère à quel point elle était heureuse de rencontrer sa belle-fille. C'était comme si, pour un instant, tout s'apaisait. Quand je suis repartie vivre dans ma petite chambre, près de mon université, je continuais à appeler régulièrement ma mère, soulagée de pouvoir enfin prendre de ses nouvelles, de garder ce lien fragile entre nous. Mais après 3 mois, tout a changé. Mon frère et moi n'arrivions plus à la joindre. Chaque appel restait sans réponse. L'angoisse montait en moi, et j'ai commencé à l'appeler tous les soirs, espérant entendre sa voix. Pendant 2 semaines, je me suis accrochée à l'espoir qu'elle décrocherait enfin, mais le silence persistait. Mon esprit s'embrouillait, et une question revenait sans cesse. Allait-elle encore disparaître, comme elle l'avait fait autrefois, sans un mot, sans une explication? Un jour, je me promenais avec mes amis dans un parc, mais je traînais loin derrière, absorbée par une conversation téléphonique avec ma belle-sœur. Une fois l'appel terminé, je rejoins le groupe. C'est alors que soudain, mes amis m'ont demandé, presque intrigués, qui était la femme qui marchait à mes côtés. Sur le coup, je n'ai pas compris. Surprise, je leur ai répondu que j'étais seule tout le long et que j'étais simplement en train de parler au téléphone. Pourtant, elles insistaient, affirmant avec certitude avoir vu une dame à mes côtés. Leurs mots m'ont laissé sans voix. C'est à n'y rien comprendre, comme si une présence mystérieuse m'avait accompagnée sans que je m'en rende compte. Un jour, en rentrant de mes cours, j'ai remarqué une photo par terre, face contre sol. Intriguée, je me suis penchée pour la ramasser. Quand je l'ai retournée, mon cœur a bondi. C'était une photo de ma mère. Je suis restée figée un instant, essayant de comprendre comment elle avait pu atterrir là, alors que je l'avais soigneusement rangée dans mon petit album photo, à l'abri des regards. Et puis, une nuit, ma mère m'est apparue en rêve, d'une façon qui m'a profondément bouleversée. Elle se tenait au pied de mon lit, vêtue de haillons déchirés, l'air démuni. Ses yeux, pleins de tristesse, me fixaient tandis qu'elle me disait d'une voix suppliante. « Ma fille, je t'aime enfin. Je n'ai rien à manger. Et j'ai si froid. Je n'ai rien pour me couvrir. Apporte-moi des vêtements et ramène-moi de quoi manger. Dis à ton frère de venir me construire une nouvelle maison, car la mienne tombe en ruine. Je n'ai nulle part où aller. Je suis allé le voir plusieurs fois, mais il ne me reconnaît pas. » Ses larmes coulaient abondamment, et sa douleur était si réelle que mon cœur se serrait.
Je me suis réveillée en sursaut, tremblante, encore envahie par ce sentiment de désespoir qui émanait d'elle. Le lendemain, troublée par ce rêve, j'ai immédiatement appelé mon frère pour savoir s'il avait eu des nouvelles de notre mère. Malheureusement, il m'a répondu qu'elle restait toujours injoignable. J'ai alors décidé de lui raconter en détail mon rêve. Il est resté silencieux un long moment avant de me confier des événements étranges qui s'étaient récemment produits chez lui. Il m'a raconté qu'un soir, une tante de sa femme leur avait confié sa fille de 3 ans, le temps d'une soirée. Ce soir-là, mon frère était sorti rendre visite à un ami, laissant ma belle-sœur seule avec la petite. Dès le début, la fillette semblait terrifiée, refusant de rester seule. Elle s'accrochait désespérément à ma belle-sœur, la suivant partout dans la maison. Tentant de l'apaiser, ma belle-sœur l'a installée sur le canapé pour qu'elle s'endorme. Vers 22 heures, alors qu'elle regardait la télévision, un bruit soudain l'a fait sursauter. Elle s'est tournée vers la fenêtre, et là, devant elle, une main sombre tirait doucement le rideau. Figée par la peur, elle a essayé de se rassurer en se disant que c'était sûrement un jeu de lumière, un simple reflet de la télévision. Mais à cet instant, elle a aperçu dans la vitre l'image d'une femme. La terreur l'a envahie et elle s'est mise à crier, réveillant la petite qui s'est aussitôt mise à pleurer. Tremblante, ma belle-sœur a couru allumer toutes les lumières de la maison avant d'appeler mon frère, le suppliant de rentrer immédiatement. Une autre nuit, aux alentours de minuit, mon frère et ma belle-sœur ont été réveillés par des bruits de pas dans le couloir. En tendant l'oreille, ils ont clairement entendu ces pas se diriger vers la cuisine, suivis par des bruits de vaisselle. Inquiet, mon frère s'est levé pour vérifier, mais il n'a trouvé personne. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, ma belle-sœur a découvert le tiroir à vaisselle grand ouvert. C'était incompréhensible et un profond malaise les envahissait. Puis, une nuit, mon frère a ressenti une main glacée lui tirer doucement la jambe. Il a ouvert les yeux, le souffle coupé, et là, devant lui, se tenait une femme dont la chair tombait en lambeaux, son visage défiguré par une souffrance indicible. « Mon fils » murmurait-elle d'une voix faible et lugubre. Mon frère, paralysé par la peur, fixait cette apparition avec horreur, incapable de bouger, son cœur battant à tout rompre. Puis, soudain, la panique a pris le dessus, il s'est mis à crier, se réveillant en sursaut, le corps tremblant et le cri encore coincé dans sa gorge. Mon frère m'a alors dit que puisque j'avais aussi rêvé de notre mère, il était possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il était convaincu que nous devions absolument la retrouver. Le week-end suivant, j'ai décidé de prendre une semaine pour rejoindre mon frère et ma belle-sœur. Ensemble, nous sommes allés rendre visite à une vieille dame, une connaissance des parents de ma belle-sœur, qui avait la réputation de posséder des dons de voyance. Inquiet et à bout de réponse, nous lui avons expliqué que nous n'avions plus de nouvelles de notre mère depuis plusieurs mois. Espérant des éclaircissements, nous lui avons confié notre inquiétude. La vieille dame a alors allumé des encens et entamé un petit rituel mystérieux. Elle est entrée en transe, son visage se détendant comme si elle plongeait dans un autre monde. Après un long moment, elle a rouvert les yeux et d'une voix grave nous a dit avoir aperçu notre mère. Son regard était profond et sérieux. Elle nous a décrit une vision qui nous a glacé le sang. Notre mère vivait misérablement dans une petite maison délabrée. Les murs semblaient s'effondrer autour d'elle, l'eau goûtait sans cesse, et elle grelottait de froid, affamée et désespérée. Puis, la voyante nous a révélé quelque chose de plus troublant encore. Elle avait parlé avec notre mère. Elle nous a dit que notre mère avait tenté de nous demander de l'aide à plusieurs reprises, mais que nous ne l'avions pas vue. Notre mère aurait confié que si nous ne lui construisions pas une nouvelle maison, elle resterait vivre chez mon frère. Face à ces révélations, mon frère et moi étions stupéfaits, les yeux écarquillés de stupeur et d'incompréhension. C'est alors que la vieille dame, d'une voix douce mais solennelle, nous a annoncé ce que nous redoutions. Notre mère ne semblait plus appartenir à ce monde. Ces mots nous ont traversés comme une onde de choc, remplissant l'air d'un silence lourd et inquiétant. Les jours qui ont suivi, une profonde inquiétude m'a envahi, et nous avons décidé de tout faire pour retrouver notre mère. Le seul indice qui nous restait, c'était Fred, son dernier compagnon.
Il était devenu notre seul espoir. Il fallait absolument le retrouver. Je me souvenais d'une photo que j'avais prise lors de ce dîner avec eux, une photo de ma mère et Fred. Sans perdre de temps, nous avons posté la photo sur les réseaux sociaux, en y ajoutant nos coordonnées, espérant que quelqu'un, quelque part, pourrait nous apporter des réponses. Et un soir, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, et mon cœur s'est aussitôt emballé. En décrochant, j'ai reconnu la voix de Fred, le compagnon de ma mère. Il s'est excusé d'une voix lourde, expliquant qu'il n'avait pas pu me joindre plus tôt, faute d'avoir mon numéro, et qu'il venait seulement de le découvrir sur les réseaux sociaux. Mon cœur battait à tout rompre, l'angoisse me rongeait, et sans attendre, je lui ai demandé où était ma mère. Fred m'a alors demandé calmement de m'asseoir, et avec une douceur pesante, il m'a révélé la vérité que je redoutais tant. Ma mère était décédée il y a plus de 5 mois. À cet instant, tout s'est effondré autour de moi. J'ai éclaté en sanglots, submergé par une douleur que je n'arrivais pas à contenir. Fred m'a alors raconté qu'il était parti pour un séjour à l'étranger avec des amis, laissant ma mère, trop malade, seule à la maison. Vers la fin de son voyage, il avait reçu un appel de la gendarmerie, lui demandant de revenir d'urgence, car ils avaient découvert ma mère sans vie. C'étaient les voisins, alertés par une odeur insoutenable, qui avaient prévenu la police. Ma mère était morte depuis plusieurs jours, seule, dans l'ignorance et l'abandon. Fred, ne disposant ni de mon numéro, ni de contact proche de ma mère, avait dû gérer les funérailles seul. Il m'a confié que, faute de moyens, il avait juste acheté un petit cercueil de 1 000 € et organisé un enterrement sans cérémonie. C'était si déchirant d'imaginer ma mère partir ainsi, dans la solitude. J'ai rassemblé le peu de force qui me restait et lui ai demandé l'adresse du cimetière. Je devais absolument aller me recueillir sur sa tombe, même si tout semblait si irréel, si cruel. J'ai appelé mon frère et ma belle-sœur pour leur annoncer la nouvelle. Le cœur lourd, nous avons pris la route, un voyage de plus de 4 heures, pour rejoindre cet endroit où notre mère reposait désormais. À notre arrivée, nous avons découvert un petit cimetière en bordure de la ville, à l'écart et presque oublié. Le silence pesait lourd sur nos épaules, alors que nous nous aventurions à la recherche de la tombe de notre mère, guidés uniquement par les descriptions vagues que Fred nous avait données. Le cimetière, mal entretenu, semblait à l'abandon. À certains endroits, l'herbe était si haute qu'elle dissimulait les pierres tombales, et la végétation envahissait les recoins, donnant au lieu une atmosphère de désolation. Nous avons fait plusieurs tours, nos pas résonnant sur le sol, mais nous n'avions toujours pas trouvé sa tombe. L'inquiétude montait en moi, mêlée à une tristesse profonde. Puis, je me suis tournée vers un coin de cimetière où la végétation avait complètement envahi l'espace. C'est là que je l'ai vue. Une tombe sans pierre tombale, seulement une petite dalle de pierre, fissurée et abîmée. L'eau s'infiltrait à travers les fissures, laissant une impression de froid et d'abandon. Mon cœur s'est serré en reconnaissant que c'était là le dernier repos de ma mère. Elle était là, entourée de végétation, comme oubliée du monde. À cet instant, les mots de la voyante ont résonné avec force dans mon esprit. Nous avons alors soudainement compris pourquoi notre mère, dans nos rêves et à travers ces étranges apparitions, se plaignait de sa maison en ruine, du froid qui la transperçait. Elle avait tenté de nous faire comprendre sa souffrance, et nous étions là, enfin, face à cette réalité déchirante. Avec le cœur lourd, nous avons déposé quelques offrandes sur la tombe de notre mère, des fleurs, des bougies, et même un peu de fruits et de nourriture pour qu'elle n'ait plus faim. En silence, les larmes aux yeux, nous lui avons fait une promesse, celle de lui offrir une pierre tombale, digne d'elle, pour qu'elle n'ait plus froid et qu'elle ne soit plus jamais oubliée dans ce coin isolé. Malgré nos moyens modestes, nous avons rassemblé nos maigres économies, chaque centime symbolisant notre amour et notre regret de ne pas avoir pu être là plus tôt. Ensemble, nous avons refait sa tombe, lui offrant une belle pierre tombale gravée à son nom. Nous avons pris soin de défricher la végétation qui l'entourait, arrachant les herbes sauvages qui l'avaient envahie, redonnant un peu de dignité à cet endroit où elle reposait. C'était notre manière de lui dire qu'elle ne serait plus jamais seule, qu'elle serait à nouveau visible et honorée comme elle le méritait. Nous avons également organisé une petite cérémonie d'adieu, simple
mais pleine d'émotion. Autour de sa nouvelle tombe, nous avons prié et parlé d'elle, espérant qu'elle puisse enfin trouver la paix qu'elle méritait tant. C'était notre manière de lui dire un dernier au revoir, de la libérer de cette souffrance silencieuse qu'elle portait. Les événements étranges qui tourmentaient mon frère ont alors cessé, comme si l'âme de notre mère avait enfin trouvé la tranquillité. De mon côté, je n'ai plus rêvé d'elle, mais au fond de moi, je savais qu'elle était enfin en paix, veillant sur nous d'un endroit plus serein. Aujourd'hui, je suis mariée, et il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à tout ce que nous avons traversé. Je rends souvent visite à mon frère et à ma belle-sœur, et même si les souvenirs de notre mère sont rares et parfois douloureux, ils restent profondément gravés en nous. Chaque année, inlassablement, nous retournions dans ce petit cimetière, ce lieu où elle repose, pour nous recueillir et lui offrir notre amour, celui qu'elle n'a peut-être jamais reçu de son vivant. Peu importe la vie qu'elle a menée, ses erreurs ou ses absences, elle reste notre mère. Elle fait partie de nous, et malgré tout, nous ne l'oublierons jamais. Dans nos cœurs, elle a trouvé la paix que nous lui avons longtemps cherché à offrir.